L'épisode de cette semaine est présenté par ma boutique en ligne préférée pour vêtements et accessoires de plein air et de sport, Altitude Sport. C'est une boutique basée à Montréal, comme je disais, 100% en ligne. Ils ont toutes les plus grosses marques, plus de 400 marques. Vous pouvez penser au Hoka, New Balance, The North Face, toutes les plus grosses marques, les marques les plus reconnues dans le milieu à la fois du plein air et du sport d'endurance. Moi, c'est là que je vais pour acheter pratiquement tous mes accessoires. Notamment, dernièrement, j'ai fait une petite razzia de bucket hat parce que je suis un fan de bucket hat. Premièrement, je trouve que c'est stylé. Je trouve que le style me va bien. Et deuxièmement, je trouve qu'avec le soleil qui plombe, moi, j'ai des problèmes avec la chaleur. Et ça me permet de me couvrir autant l'arrière de la tête que l'avant de la tête. Donc, je recommande fortement d'essayer les bucket hats. Puis si vous voulez juste une casquette normale, il y en a plein. Ou encore des vêtements, des souliers. Avec la saison de trail qui recommence, ils ont une grande gamme de souliers de trail de très haute qualité. Donc, allez voir ça et utilisez le code promo UPICA 2026 pour sauver jusqu'à 20% sur votre première commande. Les détails vont être dans la description du podcast. Donc, merci Altitude Sport. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, c'est un podcast Coin du geek avec Charles Castonguay qui nous parle de la durabilité. Donc, ce serait la 4e dimension de la performance. Si on considère le VO2, les seuils et je me rappelle plus de la 3e dimension. Peu importe, mais la 4e, c'est tellement pas bon. Mais la quatrième, c'est la durabilité. Fait que vous allez le voir, dans le fond, Charles va l'expliquer, là. Ah oui, c'est ça, l'efficacité ou l'économie de course. Fait que VO2, les seuils, l'économie de course, c'est dans les 3 dimensions qu'on connaissait. Et la durabilité devient la 4e dimension. Comment prédire une performance selon notre durabilité? Qu'est-ce que la durabilité? Comment l'améliorer? Vous allez voir, c'est un coin du geek fascinant. Puis, tu sais, j'ai déjà fumble l'intro comme ça. Fait que je vais juste me taire puis je vais vous laisser écouter Charles Castonguay, qui est, lui, un expert, au contraire de moi, qui est un amateur. Le podcast est présenté par UPICA. Un des facteurs clés de la durabilité, c'est la capacité à alimenter sa performance durant l'effort. UPICA, c'est fait pour ça. C'est une compagnie qui vous permet, en un arrêt, d'aller chercher tous vos besoins pour le sport d'endurance et alimenter votre performance. Allez au upica.ca pour voir toutes les gammes de produits et utilisez le code promo UPICA Podcast pour 10% de rabais sur votre première commande. Ça roule. Coin du geek. Très geek. Très geek. Tu m'as montré ta c'est décourageant quand même. Très geek. On va loin sur la durabilité. La durabilité, ça fait un bout que tu me parles que c'est un sujet que tu veux qu'on aborde sur le coin du geek. Mais ça fait plusieurs mois. Ouais. Plusieurs raisons font qu'on l'aborde pas, mais là, on est prêt. Ouais, en fait, la raison, c'est parce que je voulais justement, on bâtit un test au crew sur la durabilité. Puis je voulais que soit ça un peu finalisé. Pas que je veux nous faire de la pub, mais écoute, j'ai une compagnie. Puis, c'est ça. Exact. Mais je veux pas faire de la pub pour mon test nécessairement. Je veux juste qu'on en parle parce que c'est un nouveau concept à la mode. Puis c'est vraiment intéressant d'en parler. Puis ça donne comme ça par hasard qu'on va pouvoir le tester. Est-ce que vous le faites déjà maintenant? Je l'ai déjà testé avec 2 personnes, le test en tant que tel. Là, on est en managing de format exact qu'on va parce qu'il y a beaucoup d'études. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plusieurs qui se lancent à balle sur le format parfait de comment le tester. Puis nous, notre objectif, c'est de le faire en une seule séance,
puis je vais l'expliquer un peu tantôt, mais la majorité des études s'entendent plus sur 2 séances complètement différentes que tu fais, mettons un test de lactate normal, puis que tu reviens le lendemain ou 2 jours plus tard, puis tu fais ton test de durabilité. Nous, on essaie de combiner ça en une séance pour avoir toutes nos données, pour pas que la personne ait à se déplacer 6 fois pour venir ici. Mais c'est ça qu'on travaille là-dessus présentement. Puis on a, je pense que j'ai une formule qui est pas pire présentement. Fait que, on va en reparler. Pas exactement à point, mais il nous reste encore quelques semaines. Là. Fait que rendu là, c'est tout le frame est fait, tout ça. C'est juste de décider cool. on fait ça ou on fait ça. Là. Fait que, mais ça va être cool. Ça va être Donc, fun. c'est quoi la durabilité? D'ailleurs, tu vas le tester. Ben, c'est ça. Aussitôt qu'il va être disponible, moi, je vais le faire. Tu vas l'avoir avant, pas tout le monde, mais tu vas le tester. Oui, parce que je suis VIP, mais ça, c'est normal. Sauf que moi, je vais pouvoir le faire, puis après ça, on va pouvoir en parler sur le podcast. Exact. Fait que c'est quoi la durabilité, en fait? Je vais déjà virer ma page parce que je me suis trompé d'introduction. La durabilité, on sait depuis longtemps dans les études que le VO2 max, les seuils de lactate, l'économie de course sont les 3 facteurs principaux sur le marathon, on va dire, là, qui sont importants. Donc, pas juste le VO2, mais aussi où tes 2 seuils sont placés, ton économie de travail à ta vitesse de marathon, etc. Mais ici, dans ce podcast-ci, et selon les nouvelles études, il y a beaucoup d'auteurs qui proposent que la durabilité soit une sorte de 4e dimension. La 4e dimension de la performance en endurance. Donc, à quel point tu conserves un niveau de pourcentage de VO2 optimal, de tes seuils, de ton économie de course sur une très longue durée. Et ça fait beaucoup de sens quand on y pense. On aurait dû penser à ça il y a 30 ans, mais depuis 4-5 ans, c'est la nouvelle mode dans les études. Oui, puis n'importe qui a déjà fait aussi un test de VO2, test de lactate, est au courant que les données ne sont pas les mêmes 1h30 dans ton marathon qu'au début de ton marathon. Ben, c'est ça, puis c'est ça qui est intéressant à tester. C'est-à-dire, ben OK, on sait que ton baseline, c'est ça, mais par rapport à ça, on va prédire des temps marathon avec ton test de lactate et tout, qui sont assez précis normalement, mais dépendamment du volume que tu fais, il y a tellement de facteurs qui vont entrer en ligne de compte que là, avoir un test qui regroupe un peu ces facteurs-là puis qui nous dit, ben OK, si tu maintiens ton entraînement comme ça, tu vas réussir ce temps-là, c'est sûr, ou il faut vraiment que tu améliores tel aspect. Ben là, ça devient vraiment intéressant. Donc, la capacité à résister à la dérive physiologique pendant un long effort. Donc, c'est quoi la durabilité? C'est la capacité à préserver la fonction physiologique pendant un exercice prolongé. Et ça vient de Mondor et al. C'est un des premiers qui a abordé un petit peu le sujet. Autrement dit, moins tes paramètres chutent avec la fatigue, plus tu es durable. Donc, pourquoi la durabilité est importante? Les auteurs de plusieurs études rappellent que la performance d'endurance est historiquement appliquée par 3 facteurs. On les a nommés tout à l'heure, le VO2, l'économie, les seuils. Et que ces variables, selon ces auteurs, expliquent environ 70% de la variance du marathon et 88% des contre-la-montre de 30 minutes après 2 heures de vélo. Donc, dans plusieurs des études de vélo, on est capable d'expliquer beaucoup de performances par ces 3 paramètres-là. Mais il y a quand même des marges d'erreur là, de quasiment 30%, 10-30%, qu'on ne sait pas trop à quoi c'est attribuable finalement. Et c'est ça. Dans le fond, on essaie de déterminer avec des tests d'efforts prolongés comment on pourrait régler ce 30%-là de marge de manœuvre qu'on n'est pas capable de cibler. Et là, on a établi que la durabilité, peut-être, ça serait un indice là, qui serait intéressant. Donc, les exemples de détérioration, c'est ça, ciblée lorsqu'on fait un exercice prolongé. Qu'est-ce qui se passe selon toi? Si on parle en termes physiologiques purs. Ouais, crampe musculaire. Non, mais mettons au niveau physiologique, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Mettons à part les crampes, là, au niveau de tes paramètres de FC, de VO2. Ouais, la fréquence cardiaque augmente tranquillement en fonction, pour le même pourcentage de ton VO2, j'imagine. Exactement. Ouais, le lactate augmente aussi. Exactement. Une dérive de lactate. Ouais. Ralentissement du pace. Le ralentissement de la vitesse. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Économie de course qui est diminuée. Ouais. Même le VO2 max, qu'est-ce qui se passe avec quand on le reteste, mettons? Si on reteste le VO2 max, mettons, une heure après le début, j'imagine qu'il va avoir descendu. Diminuer aussi. Ouais. Fait que ton plafond physiologique drop
Pendant l'effort. Ouais, après un C'est effort fou, ça, prolongé. Fait que t'es même plus. Fait que le VO2 n'est pas une donnée qui demeure. Non, c'est ça. Ouais. C'est une donnée qui bouge dans le temps. Fait qu'on a dit ça, VO2, diminution, économie de course, diminution. La vitesse au premier seuil, on observe souvent la diminution, on en a reparlé beaucoup de ça. La vitesse au premier seuil ventilatoire aussi. Le critical power, si on parle du vélo, diminue. Et si tu fais des courses contre la montre, ben c'est ça, les performances vont diminuer aussi drastiquement. Ben, en fait, c'est ça, c'est une chose. L'autre, c'est soit le pace au premier seuil diminue, ou soit il y a une dérive de fréquence cardiaque. Exactement. Parce que si tu veux garder les la fréquence cardiaque, c'est ça, ou les deux. Ou ça diminue, c'est ça, exact. Ça nous est tous arrivé. Ouais. Puis, tu sais, le problème là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui perdent 1% de ces paramètres-là sur 2 heures, mais il y en a qui en perdent 30%. Fait que là, on veut déterminer, avec la durabilité, mettre des noms et des chiffres sur la dégradation. Donc, pourquoi c'est important en compétition? Ben, les auteurs insistent que les sports modernes d'endurance sont très longs, comme le marathon, le Ironman, les grands tours, les ultras, les courses olympiques. Donc, de plus en plus, le très long est très à la mode. Donc, la physiologie testée fraîche ne suffit plus à 100% pour quantifier les performances, surtout dans l'élite. Donc, 2 athlètes avec le même VO2, les mêmes seuils, même économie de course peuvent avoir des résultats très différents si les qualités ne sont pas maintenues après 2-3 heures. Donc, c'est ce qu'on essaie de déterminer. Et là, je vais te parler justement, je vais t'en donner un exemple avec la première étude de... Il est difficile à dire, celui-là. Nutilate et al. Mais il revient beaucoup, puis c'est un peu des pairs de ça, justement. Là, mais Trouve-lui un surnom. ça ressemble à Nutella, un peu le nom. Nutella. On va l'appelle le Nut. respecter un peu, on l'appelle Nut. J'ai avalé une gorgée tout proche. Pendant autant. Nut et collaborateur 2024 qui, justement, va tester en course à pied, parce qu'en course à pied, c'est moins populaire. Ça existe depuis longtemps en vélo, mais on avait moins testé en course à pied. Donc, les auteurs voulaient répondre à 3 questions durant cette étude. Ça va? Tu vas pas crever? Ouais. OK. Let's go. On est prêt? Ouais, non, on y va. Les auteurs voulaient répondre à 3 questions. Donc, 90 minutes de course facile modifie-t-elle les seuils lactiques, donc le LT1? Les femmes résistent-elles mieux à cette fatigue que les hommes? Ta réponse à ça, c'est? Sûrement, oui. On va avoir des surprises. Non. Existe-t-il des marqueurs simples de durabilité pendant l'effort? Donc, comment on peut la mesurer, la durabilité? Concrètement. C'est quoi les facteurs les plus importants? Donc, on mesure plein de paramètres. Puis, qu'est-ce qui fait le plus de sens de dire que, OK, ce paramètre-là, exactement, c'est notre facteur de durabilité. Donc, le test incrémental initial, c'est que les sujets réalisent un test progressif sur tapis roulant, palier de 3 minutes, augmentation de 1 km/h, lactate mesuré à chaque arrêt. Ça me rappelle exactement. Test de lactate classique. Ouais, ça me rappelle ce qu'on fait ici. Exact. C'est bien que la ils nous ont science copié. Ils nous ont copié. Ouais, non. c'est ça. Non, c'est pas vrai. Diminution du LT1, et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça, c'est une nouvelle mode dans le testing qu'on va peut-être appliquer ici aussi éventuellement. C'est que le LT1 est identifié à l'augmentation de 0,3 millimol au-dessus de la valeur minimale. L'ancienne méthodologie, c'est plus du 0,5 millimol, mais eux, ils vont plus agressifs, entre guillemets, puis c'est du 0,3. Fait que dès que tu commences, là, puis tu as 1 millimol, puis tu augmentes à 1,3, ça, c'est ton premier seuil directement. Nous, on attendait la 0,5 d'augmentation. Fait qu'on attendait peut-être un autre palier après. Eux, c'est plus agressif un petit peu, donc c'est... Le L1 sera un petit peu plus lent. Un petit peu plus lent. Ça peut faire du sens. Ouais, c'est ça. Ça peut faire du sens. Là, ça doit varier de 5 battements ton LT un peu. Fait que c'est un peu conservateur, mais c'est bien quand même. Et ça, c'était le premier test. Fait que le jour 1, on allait faire ça. Le jour 2, on refaisait un test sous-maximal de seuil et des tests de saut réactifs, le 10-5 qu'on appelle. Donc, c'est des plateformes de force. On fait des sauts, des pogo jump dessus. Puis on mesure on en fait une dizaine. On prend les 3 à 5 meilleurs, puis on donne ta réactivité avec ça. Et ça, c'était combiné à 90 minutes de course à faible intensité, donc à 90% de la vitesse à LT1 à 1% d'inclinaison. Et pendant les 90 minutes, c'est 1h30 quand même, à 90% de ton LT1, ce qui n'est pas super rapide par contre. Je pense qu'il aurait pu être un petit peu plus agressif à LT1 directement. Ouais. Puis on va voir un peu justement surtout que leur LT1 est lent. Ouais, c'est ça. Puis surtout que ce qu'on voit de plus en plus, c'est que des fois, le 90 minutes, c'est même pas assez pour
tester la durabilité. Fait qu'il faut augmenter un paramètre. On augmente-tu le temps, puis on fait un test de 4 heures, ce qui est un peu chiant, ou on augmente un petit peu l'intensité. Vitesse, Fait que à LT1 ou un petit peu au-dessus, ça pourrait être un petit peu plus intéressant. Fait que nous, c'est ce qu'on vise à faire un petit peu plus là, dans le test qu'on va réaliser. Donc, j'étais rendu là. Donc, toutes les 15 minutes, on prend le VO2, le lactate, les facteurs ventilatoires, la fréquence cardiaque, etc. Puis on mesurait aussi, je ne vais pas en parler parce que c'est quand même complexe comme concept, mais les fluctuations de la variabilité cardiaque durant l'effort. Puis il y avait une grosse corrélation avec ceux qui en avaient moins et ceux qui performaient mieux à la fin, mais c'est pas quelque chose qui est très pratique et, comment je pourrais dire, qui est facile à mesurer en général. Fait que je ne vais pas nécessairement en parler, mais ceux qui avaient un peu moins de variabilité, on va dire, étaient plus solides à la fin, là, plus de durabilité, bref. Puis le VO2, à chaque 15 minutes, tu as le masque tout au long du test? Exactement, ouais. Tu as le masque que tu sens pendant 90 minutes? Ben, normalement, oui. Faudrait que je relise l'étude, mais ça m'étonnerait qu'ils l'enlevaient puis qu'ils le mettaient d'habitude. Ou ça se peut qu'ils le descendent au menton pour s'ils veulent s'hydrater puis qu'ils le remettent après. Ça, j'ai vu ça souvent aussi. Tu sais, des protocoles, des masques comme le VO2 Master qui sont pas fragiles, mais moins... c'est ça. Moins fragile, ben, tu peux l'enlever, puis tu as quand même des bonnes données. Là, fait que il est quand même crotté à ça à la fin. C'est pour ça qu'on les lave comme il faut puis qu'on change les filtres et tout. Puis après les 90 minutes, on refaisait... Ici, au crew, vous recyclez les aiguilles de lactate, mais vous... c'est ça. Vous lavez le filtre des VO2 Master. Pour ceux qui ont vu l'épisode avec Jay, c'était une blague, en fait. Pour ceux qui ne l'avaient pas catché encore, c'était une bonne blague. Parce que lui, c'est un humoriste. Et moi, j'aime... Mais t'avais fait la même blague à mon père. Ah ouais, j'avais fait. Quand il était venu ici. C'est les deux seuls que je l'ai faites parce que ton père est médecin. Ouais, mon père, il avait fait attention. Il a fait, là, les aiguilles, là, ça fait là, on les utilise juste pour 2 clients. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est des single use qu'on réajuste à chaque fois, là, juste pour être sûr que tout le monde comprend ça. Puis je lui avais fait la blague parce que c'était un médecin, puis je voulais juste voir sa réaction. Puis je pense que c'est un pince sans rire aussi un peu. Il aime se blaguer. Bref, et on va le remesurer avec un autre test de lactate sous-maximal et le TN5 encore, les sauts réactifs. Après, bon, qu'est-ce qui s'est détérioré? Et qu'est-ce qu'on remarque? La principale chose qu'on remarque, c'est que la durabilité est essentiellement évaluée par la diminution de la vitesse au LT1 après la fatigue. Et ça, c'est la plus grande corrélation. Okay. Donc, si ton LT1 baisse peu après 90 minutes, tu as une bonne durabilité. Et s'il chute fortement, tu as une durabilité plus faible. Donc, on t'a refait faire un test de lactate sous-maximal. On ne va pas au max cette fois-là, mais on veut au moins aller jusqu'à 4-6 millimoles. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est que ton jump de 0.3, il arrive beaucoup plus tôt. Ouais. Donc, ta vitesse à LT1 a drastiquement diminué après. Donc, si elle n'a pas trop diminué, bonne durabilité. Si elle a diminué on va parler de pourcentage, ça indique j'imagine qu'on calcule juste le LT1 parce que si lui diminue, ça veut dire que toi, tu diminues aussi. Oui, exactement. Puis ça serait la vitesse qui serait le plus... Mettons, si on parle en général, qui serait le plus associable à un pace marathon en général. Parce que tu ne retournes pas au LT2 après 1h30 de course. Là, ça serait quand même agressif, mais pour les biens de la science, je le testerais quand même, moi. Dans le sens que... Tu reprends le même test incrémental après. Oui, mais j'arrêterais, mettons, à 5 millimoles, juste pour être sûr. Quand tu dépasses le LT2. Exactement. Puis, mais ça serait... C'est quand même intéressant à voir, justement, ton LT2 il est rendu où aussi, puis d'après moi, ça a baissé encore plus. Sûrement, oui, c'est ça. Mais il mentionnait plus ou moins dans l'étude, fait que c'était beaucoup, beaucoup par rapport au LT1. Donc, les résultats principaux, on l'a dit, là, le LT1 chute significativement après 90 minutes. On parle de près de 6 % chez les femmes, ce qui est majeur, et 5,3 % chez les hommes. La vitesse au LT1. à LT1. Ouais, le premier jump. Ouais. Donc, il y a des diminués de 6 et de 5, mettons. Ouais, 5 %, c'est quoi, mettons? C'est 10 secondes, 15 secondes? Ça doit être ça à peu près, là. Ouais, c'est quand même énorme. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, là. Je vais te le dire, c'est... mettons, les femmes, la moyenne était de 11,1 avant et après kilomètre-heure de 10,4. Fait que 0,7 km/h. Fait que, mettons, on arrondit ça à 1 km/h. Chez les hommes, c'était 11,3, 10,7, fait que 1,6 km/h. Ce qui est quand même beaucoup là, quand on mesure ça. Donc, après 90 minutes à basse intensité, le seuil se déplace vers le bas. Une vitesse auparavant facile devient physiologiquement plus coûteuse. Donc, si je reprends, par exemple, chez les femmes, mon 11,1, je suis déjà dans ma zone 3 versus avant, j'étais fin de ma zone 2. Donc, déjà, physiologiquement,
énergétiquement, ventilatoirement, ça devient plus taxant pour la personne. C'est extrêmement important justement pour les longs efforts qu'on veut faire et qu'on veut soutenir. La dérive cardiaque apparaît clairement dans cette étude-là. C'est très intéressant. Donc, après 90 minutes, combien de pourcentage de fréquence cardiaque, tu penses, ça a augmenté? Pour la même vitesse? Pour la même vitesse. 5 à 10 battements. T'es fort quand même? Ah, j'ai pensé d'aller dire 5 à 6 5 à 6 Donc, ça veut dire 10 battements. Probablement 10 battements, ouais. Exact. Donc, la même intensité constante. Ta charge interne, on la calcule ici par les battements de ton cœur, augmente. Le coût physiologique dérive progressivement. Donc, c'est un classique phénomène de cardiac drift qu'on appelle. Le coût énergétique augmente aussi, mais plus chez les femmes. Ça, c'était vraiment intéressant parce qu'on aurait eu tendance à croire que non, les femmes sont plus endurantes et tout. Mais non, le coût énergétique a augmenté de 3 % chez les femmes et stable chez les hommes. Ce qui suggère une légère dégradation de l'économie de course chez les femmes dans ce protocole. Mais les auteurs restent prudents parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont démontré justement que les femmes pourraient être plus durables. C'est ça. Ça peut les auteurs sont un problème de l'étude, comme ça avoir mal échantillonné les femmes, mal échantillonné les hommes. Fait que c'est ça qu'ils mentionnent. Là. Normalement, les femmes ont moins de dérive cardiaque, moins de fatigue neurale, meilleure résilience à des très longs efforts. Mais ici, dans cette étude-là, c'était pas le cas. Donc, vous voyez, là, ça prouve un peu le point aussi que ça prend beaucoup d'études pour affirmer que quelque chose est potentiellement vrai, puis que c'est pas... ça prend... Vous allez pouvoir le voir ici. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir votre propre échantillonnage. Là. On en reparlera à la fin. Il y a quelque chose de peut-être intéressant qui s'en vient. Les performances neuromusculaires ne changent pas, et ça, c'est très intéressant parce qu'en mesurant nos pogo jump, rien, absolument rien qui a changé. La hauteur des sauts, le temps de contact, la puissance était la même après 90 minutes. Donc, la fatigue, l'hypothèse principale, c'est que ce n'est pas neuromusculaire. Moi, j'aurais pensé justement que 90 minutes, ça reste pas très long, même si c'est long, là, ça reste pas très long, mais après, j'aurais pensé que ce serait neural, que ce serait un peu plus fatigant au niveau neuromusculaire, mais non, les auteurs disent que c'est sûrement plus métabolique que d'autres choses, la fatigue à ce niveau-là. Ouais. C'est intéressant. C'est étrange. Et là, je te jump sur une autre étude de 2024 de Hunter, un petit peu plus facile comme prénom, plus familier pour moi et collaborateur, de 2024 qui, eux, vraiment, vraiment intéressants, ont fait à peu près le même protocole, exactement le même protocole en fait. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont comparé ça aux résultats du marathon de Londres. Fait qu'ils ont fait les tests. Ils ont établi les données qu'on vient de dire, même protocole ou presque. Et après ça, ils ont pris des participants qui allaient faire le marathon de Londres et ils ont comparé les résultats. Après, ce qui est vraiment très intéressant. Ils ont fait des tests avec des participants du marathon de Londres. Oui, exactement. Okay. Fait qu'on avait 18 coureurs, il y en avait un petit peu plus au début, mais il y en a qui sont blessés, etc. Fait qu'on a fini avec un N de 18. Donc, première visite, même chose. On mesurait à peu près les mêmes paramètres. 90 minutes à LT1, celui-là. Et pas à 90%, à LT1 directement, puis immédiatement un autre test incrémental, blablabla. Et ensuite, on a regardé leur performance au marathon de Londres. Les coureurs utilisaient leur propre montre GPS, évidemment, cardio-50 mètres. Les conditions météo, c'était 10 degrés avec 55% d'humidité, ce qui est relativement... C'est des conditions idéales. Ouais. Le marathon de Londres, en plus, c'est rapide. Ouais. Un des petits problèmes et de la beauté de l'étude, c'est qu'il n'y a aucune consigne concernant le pacing, nutrition, hydratation. Parce qu'on voulait laisser ça le plus naturel possible. Ce qui a pu amener beaucoup d'erreurs dans l'étude, justement. On va en parler, justement, juste après. Les stratégies étaient libres, ce qui rend les données plus près des conditions réelles, mais plus versatiles, on va le dire. Parce qu'il y en a qui peuvent être très bons marathoniens, mais qui ont décidé cette journée-là, qui partaient comme des cabochons puis qui cassaient. Mais il aurait pu faire une performance exceptionnelle s'il y avait mieux pacé. Bon. Après la course, on récoltait toutes les données. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a segmenté par tranche de 5 km pour voir les données qu'on va en parler juste après. Donc, c'était très intéressant. Et comment on a mesuré la durabilité en course? Les auteurs ont utilisé un concept qui s'appelle le découplage. Et là, on rentre dans le geeking, vraiment intéressant. Donc, vous pouvez skipper peut-être de 10 minutes si ça vous intéresse pas, mais moi, ça... D'après moi, le monde qui sont rendus ici en ce moment, ils vont aimer ça. Le découplage, fréquence cardiaque, vitesse. Le découplage, c'est l'action de séparer, dissocier ou d'annuler un lien d'interdépendance entre deux éléments. Donc, ici, on parle de la vitesse et de la fréquence cardiaque. Donc, à quel moment, ou c'est quoi la relation entre
une augmentation, par exemple, de la vitesse ou une perte de la vitesse, augmentation de la fréquence cardiaque ou l'inverse. Dans le fond, c'est quand que ces deux paramètres-là finissent d'être stables ensemble puis qu'il y en a un qui part à la dérive. Donc, l'hypothèse, c'est que si un coureur maintient la même vitesse pendant que sa fréquence cardiaque augmente progressivement ou s'il doit ralentir alors que sa fréquence cardiaque reste élevée, cela suggère une perte d'efficacité physiologique liée à la fatigue. Donc, c'est ça qu'on veut observer. C'était ça leur principale hypothèse et c'était basé sur beaucoup d'études de vélo qui ont été faites, qui sont assez fiables, là, comme Thomas Matin 2024-2022, des très bonnes études qui parlent de découplage en vélo. Et là, on voulait voir en course à pied si ça s'appliquait. Donc, le calcul utilisé, attache ta tuque, ils ont comparé la charge interne physiologique. Donc, la charge interne, c'est quoi? C'est la fréquence cardiaque. On l'a dit ici. Donc, la fréquence cardiaque relative était égale à la fréquence cardiaque sur le marathon divisée par la fréquence cardiaque OLT durant le test. Okay. Par tranche de 5 km. Ouais. Fait qu'on pouvait le faire par tranche de 5 km. Ouais. Ça, c'est ça qui est intéressant. Donc, la moyenne. Et donc, la fréquence cardiaque pendant le marathon est exprimée en pourcentage de la fréquence cardiaque au seuil LT du test. Fait que, mettons, à LT1, tu étais à 150, puis là, dans le marathon, tu étais à 148 ou 151. Ben là, ça te donne ton pourcentage qui varie entre 90 et 105 %, on va dire. Ouais. Et la charge externe, donc la performance mécanique, là, on parle d'allure ou de vitesse. Donc, la vitesse relative, c'est ta vitesse que tu vas au marathon ou dans les 5 km qu'on a dit, divisé par ta vitesse à ton premier seuil du test. Donc, ça te donne un pourcentage, encore une fois, qui est la même chose qu'on a dit par rapport aux fréquences cardiaques. Et après ça, on parle du ratio de découplage. Et là, c'est là qu'on en vient à des mesures de durabilité qui sont intéressantes, qu'on nous-mêmes, on va utiliser probablement. On calcule le découplage par ton pourcentage de vitesse, ton pourcentage de heart rate relatif divisé par ton pourcentage de vitesse relative qu'on vient de calculer dans les deux équations précédentes. Donc, on prend le résultat des deux, on divise l'un par l'autre. Et ça nous donne un ratio. Un ratio qui est qui va nous permettre de quantifier la durabilité. Donc, l'interprétation. Découplage faible, bonne durabilité, on s'en doute. Donc, par exemple, je vais maintenir une fréquence cardiaque à 95 % de ce que j'avais mesuré, une vitesse à 85 % de ce que j'ai mesuré. J'ai un ratio de 1. Le système physiologique est stable, suit bien la vitesse. Ça va bien. Ouais. Un découplage élevé, fatigue accrue, perte d'efficacité, perte d'économie. Donc, par exemple, je vais être rendu à 100 % de mon heart rate à LT ou 102 ou 103 et ma vitesse diminue à 80, 90, 85 %. Donc, j'ai un ratio qui va être nettement supérieur. Là, on parle de ratio souvent de 1.1, 1.2, 1.3 même. Donc, le cœur travaille beaucoup plus. Moi, au marathon de Tucson, quand j'étais à 172 de heart rate en courant à 5.15 sur du plat. Ça ressemble pas mal à ça. Ou moi, lundi dernier, quand j'ai fait ma deuxième séance de double threshold, je faisais des 400, puis c'était une atrocité là, pour moi. Au moins, c'était proche de chez vous, puis c'était pas à l'autre bout du continent. Exact. Exact. J'ai pas payé un billet d'avion pour faire ça. C'était juste une petite séance normale. Billet d'avion Airbnb, tout le kit. Vas-y, continue. Donc, lorsqu'on a un découplage élevé, donc on parle d'un ratio supérieur à 1.03, on dit, ça nous donnerait un décrochage, dans le fond, qu'on parle, ou une perte de performance significative qui nous amène à crasher complètement ou atteindre le mur, comme on appelle. Donc, une augmentation de 2,5-3 % du ratio fréquence-cardiaque-vitesse, ça aurait cette ampleur-là. Donc, puis là, on a regardé un peu justement sur les tranches de 5 km et à quel moment tu penses que le découplage, justement, là, on parle ici 1,15, 1,2 arrive dans le marathon. En général, pour la majorité de ces gens-là. 25 km 25? 27. Ouais. Exactement. Puis les gens se plaignent du mur à quoi? 30. 27, 30, exactement. Ouais. Fait que c'est exactement... c'est là qu'on atteignait le ratio de découplage qu'on voulait mesurer. Chez la plupart des coureurs, les signes physiologiques de fatigue importante commençaient au 27e kilomètre. Les résultats sont importants. Contrairement... On parle de coureurs qui font... c'est quoi la braquette de temps? Parce que la durée, tu sais, quand tu arrives à 27 km, c'est ça leur moyenne. Il y a une grosse différence entre quelqu'un qui court 2,30 et quelqu'un qui court 4 heures. Je l'avais noté, puis je me rappelle presque par cœur, là, c'était les VO2 max qui ressemblaient à du 50 chez les femmes, 53 chez les hommes. Okay, fait que genre
3h15. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ça ressemblait à 3h30. 250 à 300 heures d'entraînement par année. Là. Ouais. Fait que c'est, mettons, un petit peu moins d'une heure par jour, mais si tu mets ça sur une semaine, ça. Fait que c'est des bons coureurs en général. C'est ça, j'avais pas noté les temps, mais je pense pas qu'ils mentionnaient les temps. Fait que mettons précis, de 3h à 3h30, genre, ça veut dire que le 20 km 27, il arrive genre à 1h45, là, c'est ça, ouais? Bon, fait que ça fait du sens, c'est ce qu'on disait. Ouais. Exactement. Fait que c'est très, très... je t'ai rendu avec ça. 2 pages plus tard. 2 pages plus tard, hein. C'est la marche. Fait que c'est une des façons de mesurer la durabilité qui serait très, très, très intéressante. Et par contre, ce qu'ils ont découvert, c'est que il n'y avait pas une relation directe avec la performance. Fait que ça voulait, mettons que ton découplage est un petit peu plus élevé dans l'étude, ça ne veut pas dire que tu avais une moins bonne performance par rapport à tes attentes. Et ça, ils attribuent ça. Et ça, ils ne sont pas d'accord avec cette hypothèse, cette conclusion-là qui arrive dans l'étude. On l'attribue au pacing, sûrement. Exactement. Fait que, tu sais, on attribue les bruits un peu là-dedans. Il y avait une corrélation qui était forte. Il y avait une tendance qui était forte, mais pas une corrélation parfaite. Ouais. Ils s'attendaient à avoir une bonne corrélation, puis c'était pas parfait. Donc, le heart rate ou le découplage ou la dérive de fréquence cardiaque, elle peut être influencée par la déshydratation, la température, le pacing, le stress, le matériel utilisé, les souliers, etc., l'excitation du moment que tu pars excité un petit peu trop, les stratégies nutritionnelles efficaces ou déficientes. Donc, il y a beaucoup trop de facteurs pour dire que c'était pas, mettons, le découplage n'est pas une bonne méthode, mais pour eux, ça semblait être une bonne méthode, même si la corrélation était pas parfaite. Puis en vélo, ça a été quand même prouvé que c'est quand même pas pire aussi, là. Ce qui a mieux fonctionné, le meilleur marqueur de durabilité dans l'étude, c'est la baisse de la vitesse à LT1 après 90 minutes de course. Donc, plus un coureur maintient son seuil LT1 après fatigue, moins sa vitesse chutait, donc meilleure était sa performance au marathon. Donc, si on teste en 90 minutes, puis on reteste ta vitesse à LT1, moins la chute était grande, meilleur étaient tes résultats au marathon. Et ça, c'est extrêmement intéressant comme résultat. Donc, la vitesse au seuil LT1 serait un excellent prédicteur et la perte de vitesse à LT1 après fatigue serait un excellent prédicteur de durabilité. Et dans l'étude, qu'est-ce qu'on voyait? C'était une baisse moyenne de 5,5 %. Et la corrélation avec le marathon était très forte. Donc, on peut raisonnablement interpréter, selon les auteurs et leur étude, que même si c'est pas catégorisé comme ça dans l'article, que la moyenne était entre 5,5, mais les meilleurs marathoniens avaient des émissions beaucoup plus faibles, alors que les moins performants avaient des grosses chutes. Les auteurs mentionnent d'ailleurs que ça variait entre 0,7 % et 13 % dans les tests. Donc, si on interprète ça globalement, moins de 3 % de perte, excellente durabilité très durable, 3 à 6 % durabilité moyenne, 9 à 6 %, 6 à 9 % durabilité faible et 9 à 13 % forte dégradation physiologique très peu durable. Ouais. Donc, si tu veux faire un marathon, c'est pas bon pour toi. C'est une mauvaise nouvelle. Malheureusement, ça se peut que tu crampes à 28 et on va savoir pourquoi. Donc, le VO2 aussi, qu'est-ce qui était intéressant dans l'étude, c'est que le pic de VO2, donc le VO2 max, était directement associé à la performance au marathon aussi. On s'en doute. Dans le sens que c'est pas le facteur déterminant, mais plus tu as un gros VO2, plus tu as une chance que tu aies des meilleures performances. Et aussi l'économie de course, donc plus tu étais économique à LT1, plus tu avais des meilleures étaient tes performances sur le marathon. Donc, qu'est-ce qu'on en retire de ça? C'est que les séances spécifiques, ça peut être très intéressant. Là, on parle des double threshold, mais des longues sorties, les 30-35 kilos. Les 30-35 kilos qui vont inclure un peu de pace marathon. Donc, pour améliorer ton économie, ça devient extrêmement pertinent. Et ça ressemblait pas mal à ça pour celle-là. Donc, les applications pratiques et les résultats qui étaient vraiment, vraiment très intéressants. Et finissons. Je suis déjà vers la fin de mon truc. Wow, c'est vraiment. Mais là, moi, je retiens des questions. Là. Vas-y. Vas-y, finis de passer les études, puis moi, je retiens des questions un petit peu plus pratiques. Là.
Alors que la constante, lactate. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je peux te redonner toutes les données. Ça, c'est encore des données. Je pense qu'on a assez de parler de données, blablabla. Suggère, c'est ça. Concept précédent. Tu peux avoir deux mêmes. Ben, c'est ça. On parle, en fait, on fait de l'interprétation après, là. C'est qu'on dit que le concept de durabilité est extrêmement important dans le domaine de l'endurance maintenant parce que tu peux avoir deux coureurs avec les mêmes thresholds testé à frais, même VO2, mais celui qui perd le moins son threshold après 90 minutes, il y aura des meilleures performances. Donc, c'est l'idée la plus forte de l'étude et c'est l'idée la plus forte qu'on ressort de la durabilité en général. Puis c'est ça que moi, j'aime particulièrement de cette étude-là, qui relie la durabilité, mais à des vraies performances sur le marathon. Fait qu'ils ont vraiment pris des tests labs puis ont mesuré avec des marathons, des performances sur le marathon, pas juste dans le laboratoire là, qu'on garde nos petites œillères puis qu'on fait. Puis si j'avais à faire une étude dans ma vie, ben, je pense que je ferais un copier-coller de celle-là. Avec un marathon. Parce que, pour être très honnête avec toi, j'y pense à faire une étude, puis c'est exactement le protocole que j'avais ciblé dans ma tête. Puis là, j'ai vu cette étude-là en faisant mes recherches quand je brainstormais, puis j'ai fait... Il m'a volé mon... Mais je pense que la différence avec ça, l'idée de faire un marathon... de prendre 18 personnes qui font le marathon de Londres puis de les laisser faire la stratégie qu'ils veulent. Je pense que le point faible de l'étude, c'est ça. C'est ça. Je pense que si tu veux faire ça, tu fais, OK, tu prends un groupe de 15 personnes qui sont game de faire un marathon, c'est plein d'Abraham, là, sur la loupe. Puis il y a des tables, puis ils prennent exactement les carbs nécessaires, puis ils sont entraînés à le prendre. Là. Sauf que faut que tu puisses contrôler toutes les données parce que on sait maintenant que la différence, mettons, entre 60... Puis là, je dis ça, mais il faut que ce soit le même concept pour l'hydratation, puis le sodium, puis tout, pour contrôler tous les paramètres. Mais on sait que la différence entre 60 grammes de carbs puis 120 grammes de carbs sur l'efficacité de course, c'est l'équivalent de mettre des super shoes. Ouais, exact. Fait que si quelqu'un, dans cette étude-là... Tu sais, il suffit qu'il y ait une personne dans cette étude-là cette personne-là fait comme moi, je prends 25 grammes de sirop d'érable à chaque heure. Ben, c'est pas assez pour avoir des données qui sont semblables au tapis roulant. Là. Ce qui serait intéressant, puis une des grosses faiblesses de l'étude, mettons, c'est le nombre. Là, le N à 18, c'est pas beaucoup. Puis c'est souvent ça parce que c'est difficile de recruter des gens. Assez de monde, Ton point est vraiment, vraiment intéressant. Fait que le premier point, moi, c'est que je montrais ça à 100, genre, si t'es capable. C'est peu probable, mais... Faut que tu organises... Ben, faut qu'on en parle dans un podcast comme ça, intéresser les gens puis qu'ils s'inscrivent. Ouais, mais, là, mettons, mais pour faire 100, il faut que ce soit un marathon. Faut que tu organises un événement qui est un marathon pour ça. Pour ça, exact. Puis, je veux dire, moi, je serais le premier à dire, hey, je participe à ça parce que tout est contrôlé puis tu as le marathon idéal. Oui, 100%. Mais pourquoi pas ajouter un autre élément? Parce que, tu sais, là, tu peux t'amuser là, tant que tu veux. Tu fais tes tests. Tu dis, OK, 4 semaines plus tard ou 8 semaines plus tard, on va standardiser un peu l'entraînement, on va vous donner des grandes lignes sans aller dans votre quotidien et dire quoi faire. 8 semaines plus tard, on fait le standardisé. Puis ensuite, on vous laisse un autre 8 semaines, par exemple, puis là, ça devient la jungle un peu, là, le marathon qu'on contrôle rien puis qu'on regarde un petit peu. Fait que là, tu as comme plusieurs autres paramètres à voir dans un environnement contrôlé, standardisé, est-ce que notre test est bon? Puis dans un environnement non standardisé, est-ce que ça a un résultat différent? Puis après ça, les limites, il n'y en a pas, en fait. Là, tu peux t'amuser tant que tu veux, mais c'est vraiment... ça serait j'avais pas pensé l'environnement standardisé, extérieur, genre une loupe, les plaines, un marathon. Là, les plaines, genre, ou la boucle du parc techno, genre un 4 kilos. Exact. Non, avec vraiment tous les paramètres contrôlés. Tu dis, puis tu sais que dans les tests, grammes, en sachant tous les tests, tu fais le test de durabilité avant, mais tu peux aussi savoir comment le monde sue pendant. Exact. Là, tu sais comment de sodium ils prennent. Puis là, tout le monde a le marathon idéal pour être capable d'avoir le vrai scénario. Oui, exact. Puis tu sais, au pire, mettons, tu fais la moyenne de tes tests de sudation, puis tu dis tant de sodium, tant de litres, mais tant de millilitres. Mais tu veux pas quelqu'un qui n'en a pas tant besoin overshoot le sodium. Ouais, mais c'est pour ça que tu donnerais un minimum, là, parce que, mettons, je pense que sur un marathon, c'est pas la fin du monde, si tu fais genre du 300, 400 ou du 500 mg à l'heure, ce que tout le monde est capable de tolérer en moyenne, tu vas être correct. Là, c'est pas un effort de 8 heures non plus. Là, fait que si je me trompe, les nutritionnistes, vous pouvez me garrocher. En tout cas, moi, je sais tomates. que si tu réussis à avoir du financement, I guess, ou si tu réussis à mettre en place une étude comme ça, moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de monde qui écoute en ce moment qui participerait avidement. Let's go! On le fait.
On le fait. On le fait. On le fait. Tu vas-tu participer? Ben oui, c'est sûr que Let's oui. go. Man. C'est sûr que oui. All right. Ça, on lance ça dans l'univers. Peut-être Ouais. que c'est Ben, je déjà veux dans dire, les là, plans puis que c'est je dans te l'univers, là, troll. c'est là. juste. Hein? Peut-être que c'est déjà dans les plans puis c'est déjà en marche puis que je te troll. Là. Ah, Tu ça se comprends? peut. Ouais. Ça se peut. Peut-être que j'ai fait ça déjà, là, tu sais pas. là. Ben, si tu l'as déjà fait, on en parle au monde. Là. All right. Je pense pas qu'il y a une meilleure tribune que ça pour Non, parler non, aux mais gens. tu sais, Si tu veux honnêtement- recruter des... Honnêtement, moi, tu sais, faire avancer un peu la science à travers la course à pied, je pense que les gens qui écoutent sont très intéressés anyway. Fait Ouais. qu'ils seraient super partants à Ben faire oui, ce c'est genre ça, de je te dis protocole-là. Puis, c'est d'avoir des protocoles comme ça qu'on fait à Québec. Hey, ils ont un test, en plus, c'est- ils ont un test gratuit. S'ils participent, Hein? un test qui va valoir, je sais pas, man, 200, 300 piastres. Beaucoup d'argent. T'as-tu d'autres questions finalement sur Ouais, ben en sur fait, c'est parce que mon- là, tu sais, ouais. on parle de la durabilité, on parle des études pour être capable de la calculer. Puis là, on parle de, bon, ben, si tu as tel pourcentage, tu as une bonne durabilité, tel pourcentage, pas une bonne durabilité. On sait comment entraîner le VO2, on sait comment entraîner les seuils, on sait comment entraîner l'efficacité de course. La quatrième dimension, Ouais. comment est-ce qu'on l'entraîne? C'est ça la question qu'on se pose. La quatrième dimension, que la durabilité, comment est-ce qu'on l'entraîne? Comment tu l'entraînerais, toi? Comment je l'entraînerais moi? J'imagine que c'est par des sorties spécifiques. J'imagine qu'au-delà... Parce qu'on parle beaucoup du volume hebdomadaire, Ouais. mais... Puis j'aimerais ça qu'on en reparle à emmener ensemble. J'ai l'impression que le volume hebdomadaire... l'espèce de corrélation qu'on fait entre le volume hebdomadaire puis la vitesse sur marathon, mettons, est un petit peu biaisée par la longue course spécifique. Dans le sens où, si ta longue course spécifique, c'est 37 kilos, Ouais. tu sais, mettons les Kenyans, là, Ouais. eux autres, ils font 37 kilos en 1h50, 2h. Fait que pour eux, leur longue course, même si elle dure juste 2 heures, c'est quand même 37 kilos. Puis là, après ça, t'as quelqu'un, mettons, qui fait sa longue course 25 kilos, qui est vraiment plus au bas de l'échelle de la performance, mettons. Puis que sa longue course est 2 heures, mais 25 kilos, ou ben même 2 heures ou 3 heures des fois, là, 25 kilos. Je pense que ça vient influencer plus le volume hebdomadaire, la durée de cette longue course-là. Puis j'ai l'impression que la longue course spécifique, c'est vraiment le bloc le plus important de la durabilité. Les auteurs mentionnaient ça, justement, les longues courses spécifiques comme étant très importantes. À mettre un petit bémol là-dessus qu'il faut vraiment y aller progressivement, de Ouais, un, ouais, ouais. puis que, tu sais, j'en ai déjà fait un mini vidéo avec le crew là-dessus, mais tu sais, ta longue course spécifique, ça devrait pas être 50% de ton volume hebdomadaire. Là. Fait que, tu sais, si c'est ça, c'est Ouais. que, de un, tu fais peut-être pas assez de volume, ou de deux, ta longue sortie est peut-être trop. Là. Mm-hmm. Fait que si, mettons, tu fais 50 kilos par semaine, puis ta longue sortie, C'est c'est 25, 25, ça marche ben, tu sais, le risque de blessure est quand même assez élevé. Là. Fait que faire attention à ça, mais oui, la longue course, moi, je suis honnêtement, tu sais, mettons, pour le 100 kg MotoGP, on a fait 2 fois des 60. Puis si j'aurais pas fait ça, je vois pas comment j'aurais arrivé à ce Ouais. résultat-là. JP non plus. Puis Richard, c'est la même chose qu'il disait. Tu sais, il en a pas fait énormément, mais il avait fait quand même un 100 10 semaines avant, puis il avait fait un 55 4 semaines avant. Fait que tu sais, c'est quand même des longues Parce que sorties. t'as là. pas besoin d'en faire tant. Parce que, mettons, comment ça fonctionne, l'adaptation physiologique sur une longue course comme c'est ça? tellement variable d'une personne à l'autre. Là. Mais tu sais, l'adaptation physiologique, tu vas l'avoir, mais c'est le temps de récupération là, C'est ça. après là, qui est... Puis tu sais, mettons, un débutant, 3-4 semaines de récupération, là, tu sais, mettons, si tu lui dis, va faire un 55 demain, ben, si, mettons, tu dis à Elliott Cardin de faire un 55 demain, bah, tu sais, le lendemain, il se lève, il est capable d'en faire un autre. Ouais. Là. Je dirais le Cardin, mais moi-même peut-être aussi, là, puis je suis pas dans l'élite, mais en général, les gens, si leur demande de faire un 50 kg, c'est long à récupérer. Ouais. Là, ça fesse. Puis je pense qu'avant d'en refaire un autre, il faut que tu attendes un bon 3-4 semaines. Là. Fait que, mais si tu limites un peu plus, puis tu vas, mettons, tu dis, mon marathon, c'est 42 km, je vais essayer d'aller toucher 75 80-85 de ça, je pense que c'est déjà suffisant. Tu vois, pour le 100 kg, on a même diminué à 60 puisqu'on a fait 60 kg. Fait que je pense que si tu vises ça, c'est déjà pas pire, mais il faut y aller progressivement aussi, puis il faut que tu te laisses du temps de récupération. Là. Ouais, c'est ça. Mettons que tu te fais un bloc à 4 semaines, puis qu'à chaque, justement,
troisième semaine du bloc avec la quatrième en récupération. Puis à chaque troisième semaine du bloc, là, tu t'en tapes une grosse pour créer du dommage, créer de l'adaptation, puis que tu te laisses un peu la semaine d'après pour semi-récupérer, puis tu recommences un autre bloc après. Je pense que le temps entre les séances est assez grand. Puis dépendamment de ton niveau, ben, il faut que tu l'adaptes. Mettons, quand je m'entraînais pour le 100, mes longues sorties, c'était des 42. Là. Ouais. Mais quand tu t'entraînes pour un marathon, c'est pas obligé d'être ça non plus. Là. Fait qu'il faut que tu te laisses le temps de build-upper vers ça aussi, puis que tu sois pas trop... Mais est-ce que tu devrais... puis là, encore une fois, on parle de personnes qui visent, je sais pas, de la performance plus que de finir un marathon. Parce que finir un marathon, c'est une autre affaire. Tu peux faire un 38, tu peux te rendre ta plus longue max à 35, puis finir un marathon de 42. Mais si tu vises de diminuer le plus possible un temps, mettons. La dégradation, est-ce que tu devrais pas dépasser ta distance en entraînement en diminuant l'intensité? Ben ça, c'est un dilemme et un combat de coach qui se renvoie la balle. Ouais. Je te dirais que probablement que 75-80% des coachs vont dire non, tu ne devrais pas parce que c'est trop long. Les explications souvent sont plus philosophiques, artistiques que scientifiques en tant que telles. Là. Moi, je pense que tu devrais au moins faire le temps. Fait que si tu vises un 3 heures sur marathon, va explorer ton 3 heures à une vitesse plus basse. Fait que, tu sais, mettons que ça te donne 35 parce que tu as été à zone 1. Ben, au moins, tu as la sensation d'avoir des jambes à... Ouais. Si tu veux dépasser, va faire 3h05, 3h10, 3h15. Là. Je pense pas que tu es obligé de te rendre à 4. Puis ça dépend aussi des environnements. Si tu veux, tu sais, intéressant, mettons, pour un marathon, c'est l'été, tu vas faire une sortie de trail, tu vises 3 heures au marathon, tu fais une sortie de trail de 4 heures. La demande physiologique n'est pas la même chose. Puis ça te donne quand même un temps sur les jambes qui est intéressant. Tu vas avoir souvent de la zone 1 très basse là-dedans, de la descente, tu varies les stress mécaniques. Fait que là, peut-être que j'irais chercher plus long dans cet environnement-là. Mais sur, mettons, l'asphalte en particulier, de dépasser un peu ton temps, je pense que c'est raisonnable. Mettons, avant le 100 kg, j'ai pas fait 7 heures sur l'asphalte. Non, c'est ça. Pas, mais justement, c'est pas parce que là tu arrives dans des distances trop grandes. C'est ça, exactement. Tu sais, parce que, mettons, si tu fais un demi-marathon, ta long run, elle va sûrement dépasser ton demi-marathon assez souvent. La ligne est où après, quand c'est un 100 kg, tu le fais pas. Quand c'est un demi, tu le fais. Fait que là, au marathon, tu le fais-tu ou tu le fais pas? Dans ma tête puis dans mon cœur, je dirais de coach ou de coureur, une longue, c'est au moins 2 heures. Là, au moins. Eux, ils parlent de 90 minutes, mais ils ont fait des tests avant. Fait que ça revient à 2 heures un peu pour créer la fatigue, on va dire neuromusculaire, métabolique, etc. Je pense qu'il faut te rendre à 2 heures pour expérimenter ça. Puis, tu sais, je veux dire, si t'es un débutant, va pas faire 2 heures demain matin. Là, c'est vraiment pas ça le message, d'y aller progressivement vers ça. Mais je pense que les longues sorties devraient être de ça en général. Puis pourquoi pas, mettons, si t'es un débutant puis que t'es pas rendu là puis tu penses que tu vas te blesser, ben pourquoi tu fais pas 1 heure plus 1 heure de vélo, 1h30 de vélo, puis demander tu shrink tranquillement le vélo pour augmenter la course. Mais te rendre à un 2 heures d'effort jusqu'aux 3 heures. Moi, maintenant, mes longues, j'essaie de viser plus du 3 heures. Quand j'en fais sur l'asphalte, des fois, c'est difficile, mais entre elles, c'est quand même facile de le faire. Fait que c'est un beau 3 heures, je trouve ça, pour ceux qui vont un petit peu plus vite, mettons, sur marathon, je pense que c'est une belle cible. Mais en général, de dépasser, pour répondre à ta question, je dirais plus d'égaliser le temps, pas la distance, et de dépasser le temps. Ça veut toujours dire que la distance va être inférieure de toute façon. Mais sinon, tu peux toujours avoir des... Mettons, pour si tu fais un 100 km, si tu fais un 80, la méthode classique, c'est 6 semaines avant, 4 semaines avant, on va te faire une autre course. On va te faire un 55 pour aller chercher cette longueur-là sans la dépasser. Pour tout ce qui est événement très long, pour au moins aller expérimenter dans ces zones-là, pratiquer ta nutrition, ton pacing, etc. Parce que je te dirais que... 50% de la performance, passer le 5 heures d'effort, c'est beaucoup nutrition, pacing, expérience. Puis oui, il faut que tu aies un gros VO2, puis il faut que tu aies de la vitesse, mais si tu n'es pas capable de te pacer, si tu t'excites trop, si tu as une mauvaise nutrition, si tu ne gères pas bien la chaleur, ben là, c'est pas un bon facteur non plus. Fait que dans le très long, c'est une autre discussion quand même. Là. Puis au-delà de la long run, y a-tu d'autres séances pour développer les 4 choses qu'il mentionnait, c'était justement la spécificité dans les long runs, augmentation du volume en zone 1, zone 2, très important, ce qu'on se doute, augmentation du temps au deuxième seuil. Puis,
Le dernier facteur, c'était ne pas négliger les séances à VO2 max. Parce que ce qu'on voit dans les études, c'est que ceux qui avaient des plus gros VO2 max, il y avait des meilleures performances, point aussi. Ce qui fait du sens, parce que si tu cours X sur marathon, si tu cours 2,15 sur marathon, ça te prend au moins un VO2 de ça, que tu es capable de tenir à X. Fait que c'est ça. C'est les 4 facteurs qu'on nommait. Puis juste pour continuer sur le VO2 max. Ouais, juste là-dessus, petite question, étant donné que je sais que tu vas bientôt être un père. Puis que c'est sûr que tu sais c'est quoi les âges idéaux pour développer le VO2. Parce que moi, j'avais déjà entendu dire que à nos âges, mettons, là, c'est quand même marginal les gains que tu peux aller faire sur ton VO2 en travaillant le VO2. Tu sais, mettons, si je fais un 4x4 norvégien, là, puis je fais ça à chaque semaine, peut-être que je vais aller chercher des gains de VO2, mais je vais peut-être passer de 68 à 70, mettons, là, genre. Puis... Mais il y a du monde. Ou de 98 à 101 comme Blumenfeld. Ouais, c'est ça. Sauf que moi, c'est pas ça. Moi, je suis pas là encore. Fait que tu sais qu'il y a tu des. seras jamais là, malheureusement. Ben non, je sais. Ben, c'est pour ça que je te dis ça. Il est trop tard pour que je me rende là. Je t'aime beaucoup, là, mais je pense pas que tu vas te rendre là. C'est en jeune âge, le VO2, que ça se développe le plus. Ouais, clairement. Puis, tu sais, je veux dire, pour les filles, je dirais peut-être un peu plus tôt, là, tu sais, probablement, puis tu sais, je suis pas un expert là, au niveau des enfants, là, mais je dirais probablement entre 8 et 14 ans chez les filles, 15 ans, puis chez les gars, pousse ça un peu à 10 à 18 ans, là, probablement. Fait que c'est là qu'il faut que tu leur fasses faire du VO2. Oui, puis de toute façon, c'est prouvé aussi que les enfants ont moins de gains. Si tu compares VO2 versus, mettons, endurance, ils ont moins de gains en endurance dans ces âges-là, de toute façon. Puis si, mettons, si tu entraînes un des deux facteurs, le VO2, c'est ça qui a le plus gros impact. Puis tout ce qui est développer des habiletés athlétiques en général et tout. Puis même ta densité osseuse, ta masse musculaire, c'est beaucoup là. Tu sais, moi, j'ai fait énormément de muscu quand j'avais 13-14 ans. Je suis pas monsieur muscle, mais tu sais, j'en ai fait beaucoup jusqu'à 20 ans. Puis tu sais, même si je cours 200 kg par semaine, j'ai quand même encore des pecs puis des biceps. Là, on dirait que tout le travail que j'ai fait là, ça a été payant. Puis les vieilles mentalités qui disent « Ah non, faut pas que tu fasses de muscu à tes enfants, ça va briser leur croîte. » Non, c'est n'importe quoi. Là. C'est sûr que ça donne à rien de faire à un enfant un RM, mais il y a des études qui l'ont fait puis ils ont prouvé que ça ne changeait rien sur la croissance. Ouais. Mais là, est-ce que c'est... Là, après ça, c'est questionner sur la pertinence de faire ça. Pourquoi tu n'achètes pas un mètre-balle puis tu fais faire des throws puis des sauts sur place? C'est bien correct aussi. Là. Mais dans cette phase-là, c'est là qu'il y a beaucoup de gains au niveau toutes les skills qui sont pas juste du volume. Exact. Et là, après ça, quand on tombe sur le 20-25 ans, là, c'est là que le facteur endurance devient important. Puis si, mettons, tu es capable d'aller chercher un gros VO2 max après ça, quand tu deviens, on en parlait justement, là, quand tu deviens une élite, ça devient très intéressant parce que tu prends, mettons, les Kipchoge de ce monde qui va maintenir 92% de son VO2 max quasiment sur marathon, 90%, même s'il n'y a pas, mettons que tu mets un VO2 max à 86, c'est quand même très élevé. Là. Puis lui, il est capable de tenir, je pense c'est à 3% de son LT2, son marathon. Là. C'est fucking impressionnant. Ben là, oui, mais ça. Genre, justement, les très élites, c'est pas mal ça, là, du 88-90%. Après ça, tu parles de l'allure marathon. Après ça, tu tombes sur les intermédiaires. C'est du 80 à 88% de ton VO2 max que tu vas tenir en allure marathon. Puis les débutants, c'est 75-80. Fait que tu as une énorme marge d'erreur. Fait que une fois que tu as été chercher ton plafond quand tu es jeune, on va dire, là, c'est à quel point tu veux coller ton plancher. Ton plancher, tu ramènes à quel point ton plafond, puis que tu aies 80 ou 85% ou 80 ou 85 de VO2 rendu là, ça a un gros impact. C'est sûr que 90% de 100, c'est plus gros que 90% de 80, on s'entend. Mais si tu es capable, mettons que tu as 80 et tu es capable de chercher 95, ce qui est peu probable, mais en tout cas, sur ton allure au marathon, tu as quand même un gros avantage. Là. Fait que c'est sûr que de travailler le VO2, la speed quand tu es jeune, c'est toujours une bonne chose. Pas que l'endurance, ça se développe pas, ça se développe, mais c'est comme un facteur qui se développe un peu moins chez l'enfant. Voilà. Et pour conclure ça, même si on a-tu le temps? On a dans du temps, on a un petit 10 minutes, on va faire ça. Même si le concept de durabilité est déjà nouveau, entre guillemets, même si ça fait un petit moment qu'on en parle,
Il y a déjà des études qui essaient de pas briser, mais de dire, mettons, la durabilité, c'est pas la même chose que la fatigabilité, la résilience, la résistance à la fatigue. Donc, il y a une espèce de mélange là, des termes là, qui se fait au niveau de la littérature. Puis j'ai trouvé ça intéressant de finir là-dessus parce que ça nous donne plein de bels exemples, justement, de sport ou de situations sportives où on mélange les concepts. Donc, l'étude, c'est de Mexner et collaborateurs 2025 qui nous parle de durabilité, fatigabilité, répétabilité et résilience dans le monde de l'endurance et qui veut distinguer tous ces termes-là. Je trouve ça super intéressant. Donc, les auteurs considèrent que le modèle classique de la performance en endurance, on l'a nommé, là, c'est les 4 facteurs qu'on vient de dire, et que la durabilité serait le dernier. Mais justement, il y a d'autres termes que plein d'études utilisent, qu'on mélange un petit peu, durabilité, fatigabilité, répétabilité et résilience. Le but étant de distinguer ces termes-là, mais qui reviennent un petit peu au même. C'est juste que, mettons, la 4e dimension qu'on parlait, selon le sport, ça ne va pas nécessairement être la même chose. La 4e dimension, par exemple, en vélo de montagne ou en ski de fond, ça va être un autre élément que la durabilité en tant que telle. Donc, les problèmes soulevés par les auteurs, c'est que les chercheurs et les coachs utilisent souvent ces mots comme des synonymes, mais c'est différent. Et parlons-en d'ailleurs. Donc, on a dit que la durabilité, répétons-le, c'est la détérioration des caractéristiques physiologiques au fil du temps pendant un effort prolongé. Donc, c'est ta capacité à maintenir ces qualités physiologiques malgré la durée. Et là, on a parlé de qu'est-ce qui détériorait tantôt, là, tous les facteurs qui détériorent. Donc, et dans cet article-là, il mentionne des éléments qui vont améliorer la durabilité. Donc, ils disent que l'entraînement à faible intensité, zone 1, zone 2, l'entraînement au seuil, l'entraînement à VO2 max et même la musculation vont augmenter la durabilité. Et ça, c'est prouvé au niveau scientifique que la force max, un peu de pliométrie, ça aide beaucoup pour augmenter la durabilité dans les efforts. Le deuxième thème, c'est la fatigabilité. Donc, tu veux-tu te lancer sur la différence entre les deux? Dur à dire, man. C'est dur à dire. Hein? Fatigabilité représente la vitesse et l'ampleur avec laquelle la fatigue s'accumule. Donc, la distinction, c'est que la durabilité, c'est sur l'effort prolongé stable et la fatigabilité, c'est vraiment selon l'effort qu'on a à faire précisément. Là. Fait que si tu parles d'une course cycliste avec des attaques, mettons une distance en trail ou ou un TT particulièrement, puis là, tu mesures tes paramètres, puis là, tu regardes le point de rupture, il est où? Fait que peu importe la durée. Donc, ce que mesure la fatigabilité, c'est à quelle vitesse la puissance, la vitesse diminue, le coût physiologique augmente. Donc, c'est un peu les mêmes paramètres, mais qu'on va shrinker sur une durée d'effort précise, on va dire. Puis c'est un peu les mêmes mécanismes physiologiques qui vont entrer dans le facteur. Le troisième concept, c'est la répétabilité. Je ne sais même pas si c'est un mot français. Donc, c'est la capacité à répéter. Et la capacité à répéter, c'est la capacité à récupérer et reproduire une haute performance sur plusieurs efforts séparés par des périodes de récupération. Moi, comme coach de ski de fond, ancien coach de ski de fond, les sprints, c'en est un bon parce qu'en ski de fond, on prétend qu'on fait des sprints, mais on fait 4 vagues de 3 minutes, ce qui n'est pas des... Pas un sprint vraiment. Tu compares ça à un 100 mètres sur une piste, c'est pas tant un sprint, mais on appelle ça quand même des sprints. Donc, c'est vraiment ta capacité à récupérer. Fatigue sans... donc, la fatigabilité ou la durabilité, on pourrait dire, c'est la fatigue sans récupération. La répétabilité, c'est vraiment la performance répétée avec récupération. Course de vélo avec attaque. Exact. Donc, ta capacité à répondre, on va dire. Donc, les sports concernés, on disait le sprint en ski de fond, les cyclismes par étapes avec attaque, il y a plein des sports, tous les sports qui ont des heats dedans, on va dire. Ouais, une compétition de natation. Ouais, exactement. Donc, les auteurs citent que les facteurs importants, c'est ta vitesse de resynthèse du glycogène est très importante dans ces facteurs-là. Donc, à quel point tu vas être capable de restocker rapidement. Et il y a beaucoup d'études qui sortent qui disent justement que c'est plus lent qu'on pense. Donc, la capacité individuelle à intake des carbs entre les heats, entre les efforts intenses est extrêmement importante pour être capable de reproduire. On ne le dira jamais assez. Récupération même hormonale, récupération métabolite, récupération neuromusculaire, donc descente du lactate, etc. Donc la répétabilité qui est fortement influencée par aussi des stratégies de pacing parce qu'il y en a qui vont volontairement se mettre dans la roue de quelqu'un pour attaquer plus fort après. On le voit souvent en cyclisme. Donc un autre beau terme, mais ne pas à confondre. Et la résilience, c'est ça que je l'aime beaucoup, ce terme-là. La résilience, c'est le concept le plus large. Mais toi, ça va te parler.
Donc, c'est quoi la résilience? C'est la capacité à maintenir ou à restaurer la fonction physiologique et mécanique sous fatigue ou stress environnemental ou psychologique. Donc, ce qui distingue la résilience, c'est qu'elle inclut la chaleur, l'altitude, la déshydratation, la fatigue mentale, les douleurs, les blessures, entre guillemets, les stress psychologiques et toutes les perturbations externes environnementales qui peuvent amener à ça. Donc, ça inclut vraiment beaucoup de facteurs psychologiques, on va dire, puis ta capacité à garder ton focus. Donc, pas seulement physiologique, c'est aussi, ça va comprendre la cognition, la thermorégulation, la psychologie et l'adaptation multisystémique. C'est très intéressant comme concept. Et comment on fait pour la mesurer? Ben là, ça, c'est très difficile. Des tests de fatigue mentale, ça existe. Ça serait intéressant à inclure dans une étude même sur la durabilité. Pourquoi pas? On dit ça comme ça. Les auteurs proposent de combiner des tests de chaleur, des tests d'hypoxie, des tests de déshydratation avec des tests cognitifs, etc. Les tests d'hypoxie, man, c'est tellement de la merde. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup de trucs, mais C'est possible d'avoir un masque qui diminue l'intake d'oxygène? Qui diminue... Oui, absolument. Oui. Fait que tu te mets un masque qui fait juste passer 80% d'oxygène, Oui, un 100%. masque qui fait passer mettons, 60%. je pense pas que ça le dérange, mais mettons avec Alex Harvey, on appelle ça le protocole éléphant. Fait que dans le fond, pourquoi l'éléphant, je vais vous l'expliquer après, mais mettons qu'on faisait un cas d'altitude. Mettons que la plage optimale, c'est 3 semaines-ish. On avait juste 2 semaines avant un événement important. Fait que là, on allait faire un bloc d'altitude de 2 semaines, puis en combinaison pendant 1 semaine après, dans le fond, c'est comme une espèce de compresseur avec un tube puis un masque que tu mets. Fait que ça ressemble à une trompe d'éléphant. Ouais, c'est pour ça. Puis ça diminue la quantité d'oxygène qui rentre dans... Fait que tu sais, ça peut être... Puis c'est utilisé par beaucoup d'athlètes qui peuvent pas aller... Tu sais, c'est un peu le même principe que les tentes hypoxiques. Hyperbare, ouais. C'est hyperbare, exact. Mais oui, exact, tu peux avoir ce genre de truc-là, mais tu sais, ça te prend un compresseur. C'est pas genre... Tu sais, les masques que tu achètes sur Amazon là, qui diminuent l'entrée d'air, là, ton pourcentage d'O2 va pas être différent. C'est vraiment ta musculature qui va forcer plus, qui n'est pas une mauvaise chose non plus. Ouais. C'est bien, Mais dans le c'est pas sens la que... même chose. Mais c'est pas la même chose. C'est vraiment pas le même système. Donc, voilà. On parle aussi qu'il y a une interaction dans ces concepts, mais on peut pas trop les mélanger. Mais il y a beaucoup d'interactions dans les concepts. Par exemple, mettons une haute durabilité, mais une faible résilience. Un athlète excellent en conditions parfaites, mais que dès qu'il y a de la chaleur, de l'altitude, il devient pourri. Ouais. Fait qu'il y aurait une bonne durabilité, mais pas une bonne résilience. Une bonne durabilité, mais pas une bonne répétabilité. Donc, un excellent marathonien, mais si tu lui demandes de faire une course par étapes, il n'est vraiment pas capable ou dans la chaleur, etc. Donc, voilà, c'est la fin de ce petit podcast sur la durabilité. Un vrai coin du geek. Merci, Très man. geek, yes. Merci beaucoup.